On connaît tous la pizza classique, ronde, celle avec laquelle on grandit, celle qui nous fait découvrir cette passion et qui évolue au gré des tendances. En revanche, beaucoup d'entre nous ignorent qu'il existe beaucoup d'autres sortes de pizzas, tout aussi bonnes et parfois bien plus adaptées à un four ménager. C'est donc exactement ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, une pizza typique des boulangeries romaines que vous pourrez réussir à 100% sans four à pizza et qui va vous faire voyager en une bouchée. C'est parti! La bonne nouvelle, c'est que la pâte est un jeu d'enfant à réaliser. Pour chaque pâton de 300 g souhaité, on va avoir besoin de 120 ml d'eau dans laquelle on va dissoudre 3 g de sel. Ouais, ici j'utilise du sel gros, mais le fin ça marche aussi. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour ne pas être déçu, c'est d'utiliser 160 g de la bonne farine. Vous pouvez prendre la Cinque Stagioni bleu foncé par exemple, ou bien la W360 de Montfournil. Bref, une farine forte. Pour la levure, vous aurez besoin d'1 g de levure sèche instantanée. Si vous avez de la fraîche, vous mettez 1,50 g. J'ajoute aussi une cuillère à café rase de malt ou à défaut du sucre ou du miel. C'est là que ça devient enfantin puisqu'on va tout simplement mélanger à la cuillère, sans technique particulière, jusqu'à ce que la farine soit hydratée, c'est-à-dire qu'on ne voit plus de farine sèche. Quand vous en serez là, ce sera le moment de verser une cuillère à soupe d'huile d'olive, puis de continuer à travailler la pâte jusqu'à ce que cette huile disparaisse, ou plutôt, soit intégrée de façon homogène dans la pâte. N'hésitez pas à être un peu énergique dans le mélange, sinon on va pas y arriver. Il faut que la pâte se regroupe en un seul bloc, qui se tient autour de la cuillère ou de votre main si vous avez choisi de vous en mettre partout. Tout ce que vous venez de voir se passe en moins de 5 minutes, du mélange à un premier temps de repos qui va durer 15 minutes. N'oubliez pas de couvrir le bol pour le moment. Une fois la pause terminée, on peut passer au rabat. C'est peut-être ce qui va sembler le plus dur, mais si vous suivez bien les gestes que je montre, vous y arriverez sans problème. On peut faire ces manipulations directement dans le bol, en soulevant la pâte, en l'étirant un peu et en la relâchant pour qu'elle s'enroule légèrement sur elle-même. Pour éviter que ça ne colle aux doigts, vous pouvez mouiller ou huiler votre main. Gardez bien les doigts serrés aussi, ça aidera beaucoup. Dès que la pâte change d'aspect en surface, qu'elle est plus rebondie et lisse, alors c'est qu'on a bien travaillé. On peut remettre le couvercle et patienter 15 minutes de plus. J'en profite aussi pour vous montrer comment faire un rabat directement sur le plan de travail. Une spatule ou une corne sera très utile, quelle que soit la méthode choisie. Je vous invite à visiter ma boutique Amazon pour y trouver le matériel dont vous pourriez avoir besoin. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc ici, on va d'abord sortir la pâte du bol et garder la partie supérieure visible. Toujours avec les mains humides ou huilées, on peut saisir la pâte, la soulever pour l'étirer, puis l'enrouler sur elle-même, un peu à la manière d'une vague. Répétez ça quelques fois en reprenant toujours la pâte d'un autre côté. Et là on voit bien la transformation de la texture de la pâte sans avoir besoin de pétrir. C'est beau. Ces rabats, on en fait 3 à 15 minutes d'intervalle et c'est tout ce que vous aurez à faire pour préparer la pâte à fermenter. Ensuite, on couvre bien la pâte dans un bac hermétique, idéalement de 2 à 3 fois le volume de pâte que vous préparez, puisqu'elle va prendre du volume donc on ne veut pas que ça déborde. On laisse 1 heure comme ça, avant de transférer au frais pour minimum 24 heures et jusqu'à 48 heures. Et venez pas me dire dans les commentaires que c'est long, etc. Vous bossez à peine 10 minutes au total et c'est la pâte qui fait le reste. En revanche, évidemment, il faut avoir la présence d'esprit de s'y prendre à l'avance. Mais une fois que c'est fait, vous n'y pensez plus. Et regardez ce que vous découvrirez grâce à votre patience. Une belle pâte bien développée, aux arômes prometteurs et qui n'a besoin que d'être transformée en pâton. Le poids idéal, c'est 300 g pour un four classique ménager. Et si vous avez préparé plus de pâte, il faudra bien sûr diviser et peser avant de continuer. Pour former les pâtons, on peut honnêtement utiliser n'importe quelle technique. Je vous montre comment je fais de mon côté, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule façon valable de les faire. Si je peux vous donner un conseil en tout cas, c'est de ne pas trop serrer la pâte pour ne pas chasser tout l'air qui a été accumulé. Vous aurez ainsi une pâte extrêmement légère à la fin, plus facile à étaler en plus. Vos pâtons, vous pouvez les mettre idéalement dans un bac avec couvercle ou bien dans des petits contenants individuels, mais qu'il faudra huiler avant pour faciliter le démoulage ensuite. À vous de voir ce que vous avez à disposition. En tout cas, il faudra les laisser maintenant au moins doubler de volume, ce qui devrait prendre 3 heures en général à 20 degrés. L'astuce pour voir s'ils sont prêts à être étalés, c'est de faire une empreinte avec le doigt et de voir comment la pâte se comporte. Idéalement, elle doit rester un peu marquée mais revenir à sa position initiale plus ou moins. Ici, on voit que j'ai un tout petit peu trop attendu, mais ça reste carrément acceptable.
Si on loupe le coche, la pâte ne maintiendra pas bien ses poches d'air et la pizza sera plate et plus dense, donc soyez attentifs. En ce qui concerne l'abaisse, l'acte d'étaler la pizza on va dire, on va essayer de faire le moins de gestes possible, afin de préserver au maximum les bulles d'air. Prélevez un pâton du bac ou bien démoulez-en un de votre contenant sur un plan de travail généreusement fariné. Farinez également la partie exposée du pâton, puis pressez fermement avec vos doigts à plat en promenant vos phalanges sur l'ensemble du pâton. Il va prendre sa taille presque de lui-même, alors n'insistez pas trop. Ensuite, c'est une bonne idée de le soulever et le tapoter pour supprimer l'excédent de farine avant de le poser sur ce qui servira à enfourner. Pelle à pizza, planche en bois, plaque de cuisson retournée, tout ce qui vous passe sous la main qui ne risque pas de fondre ou brûler instantanément sur la sole, ça marchera. On ajuste la forme si on veut, puis on garnit d'un petit trait d'huile d'olive et on envoie tout ça en cuisson. 250-270 degrés, c'est parfait. Chez vous, je conseille de placer votre pierre ou votre plaque à mi-hauteur. La cuisson dure entre 10 et 12 minutes. À l'œil, vous verrez quand elle aura une belle couleur dorée. On peut même pousser un peu la cuisson, si elle ne repassera pas au four ensuite, pour que la pizza soit bien croustillante et friable. Ce qu'on peut faire ensuite dès la sortie du four, c'est de remettre un petit peu d'huile, de brosser un peu d'huile dessus pour donner une belle couleur brillante et aussi rajouter un supplément de saveur. Voilà notre première cuisson, je suis plutôt satisfait, c'est bien cuit, bien réussi. On la laisse refroidir 5 petites minutes de côté, pendant ce temps je vais en préparer une autre et on verra ensuite ce qu'on peut faire avec ça. Et maintenant je vais vous montrer un autre produit qu'on peut faire avec la même pâte. Alors c'est pas un produit différent en soi, mais une méthode de cuisson un petit peu différente. Au passage, je suis désolé pour les bruits, on dirait que tout le monde a prévu de tailler ça aujourd'hui. Navré. Donc à nouveau, on va prélever un pâton et l'étaler de la même manière que ce qu'on a fait juste avant. Je le secoue et je le mets de côté. On fait pareil avec l'autre. Et c'est là que intervient le pâton un petit peu moins volumineux qu'on avait préparé avant. C'est celui qui va venir en fait au-dessus de l'autre et qui n'a pas besoin d'être aussi épais que la base. La pelle, on pose la base dessus, la première qu'on a étalée. On va mettre un fil d'huile d'olive, un filet comme on a fait d'ailleurs les autres fois également. Sauf que là, ça va permettre simplement à l'autre pâte de ne pas coller par-dessus. Je viens poser ma deuxième pâte sur la première et on va essayer de garder les mêmes dimensions. À nouveau, un autre filet d'huile d'olive. Et ça repart en cuisson dans les mêmes conditions pendant 10 à 12 minutes. Pendant que l'autre plat cuit, on va pouvoir s'occuper de celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper un morceau. On va l'ouvrir en deux, en laissant juste une petite charnière. Et on va garnir généreusement avec de la mortadelle. Donc là, c'est vraiment la recette traditionnelle de la pizza romaine du boulanger. Il ne faut pas hésiter à en mettre, parce que ce qui est intéressant, c'est que ça crée des strates une fois qu'on a terminé, qu'on puisse découper. Voilà, je referme. Et on a donc toutes ces petites, comme je disais, strates de mortadelle qui vont donner de la texture en bouche, en plus du croustillant de la pâte. Il ne reste plus qu'à tester après. J'adore ce produit parce que c'est vraiment hyper léger et la simplicité de ces deux ingrédients, il n'y a pas besoin de faire davantage, c'est juste bon. Voilà. Voilà, donc une fois que ça c'est cuit, on va tout simplement séparer les deux parties. Normalement, ça ne devrait pas poser trop de problème vu qu'on a mis de l'huile.
Et là, on découvre l'intérêt de cette technique, c'est qu'on va avoir un intérieur qui va être un petit peu crémeux, alors que l'extérieur, lui, va être extrêmement croustillant. Ce qu'on va faire là-dessus, pour changer un peu, c'est qu'on va mettre quelques champignons que j'ai fait sauter et que j'ai mis avec un peu de persil. J'ai assaisonné avec un peu de persil. Je vais utiliser seulement une partie de la pizza. Les petits champignons à la base. Toutes ces recettes, elles méritent d'être généreusement garnies. Par-dessus, je vais mettre un petit peu de tome. On peut utiliser donc n'importe quel fromage typé comme ça. En fromage italien qui irait très bien, c'est la fontina. Et là, par-dessus, on va remettre un peu d'huile, mais cette fois-ci avec du persil. Et ça repart au four jusqu'à ce que le fromage soit un petit peu fondu. Impeccable. Et on termine avec un peu de jambon cuit. Pareil, essayez de le draper un peu pour qu'il y ait du volume. Et on peut refermer le tout. Voilà. Personnellement, moi, c'est tout ce que j'aime dans ce genre de produit, c'est que c'est d'une légèreté extrême, ça croustille, c'est friable. On n'a pas besoin de mâcher la pâte ou la mie pour l'avaler. Et ça, c'est vraiment, selon mes critères, hyper appréciable. Pour ceux d'entre vous qui sont arrivés jusqu'à ce stade et qui ont regardé attentivement la vidéo, je voulais simplement vous remercier parce que c'est grâce à votre assiduité que je peux continuer à faire ces vidéos. Donc à nouveau, merci. J'espère que la recette vous a plu et surtout qu'elle vous a donné envie d'essayer chez vous. Je vous laisse avec d'autres vidéos si vous avez envie d'en apprendre davantage. Et n'hésitez pas surtout à consulter la description en dessous de la vidéo car il y a plein d'informations qui pourraient vous être très utiles. On se revoit bientôt. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao!